Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire de l'Open Banking à l'Open Finance. Je suis Julien Maldonado, enchanté. Donc, je suis associé en cabinet Deloitte en charge de l'innovation et dans les services financiers notamment. Et j'ai le plaisir avec moi d'être accompagné de Delphine, qui est directrice générale déléguée, Maxime, qui est country lead chez Moka, Bertrand, qui est Head of Product chez Budget Insight. Je remercie au passage France Innovation pour l'organisation de cette table ronde. Je vais laisser sans attendre mes co-speakers se présenter et dire en quelques mots la proposition de valeur qu'ils apportent par leur société. Donc peut-être Delphine en premier. Oui, bien sûr. Merci, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc le groupe Harvest Fidroit, c'est un groupe qui est maintenant implanté depuis une trentaine d'années sur le sol français et qui fournit des logiciels aux professionnels du patrimoine, logiciels que certains d'entre vous connaissent peut-être, comme Big ou O2S, mais qui est aussi créateur de solutions digitales pour des grands acteurs comme les compagnies d'assurance, les banques, retail ou banques privées. Et la proposition de valeur, c'est véritablement d'avoir des outils qui sont très modulaires, toujours à jour, compte tenu des évolutions permanentes. C'est parfois un vrai challenge et qui sont surtout créés par des experts en techno bien sûr, mais des experts métiers qui composent aussi les effectifs du groupe. Merci Delphine. Maxime, pour poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Alors Moka, c'est simple, c'est une société canadienne qui a été fondée en 2017. C'est devenu la première application d'épargne et d'investissement au Canada avec plus d'un demi-million d'utilisateurs depuis notre lancement. Et c'est également une société qui a décidé de se lancer en France il y a un peu moins d'un an, il y a 11 mois. Le problème sur lequel on travaille, nous, c'est très simple. Juste avant de se lancer en France, on avait réalisé une étude avec OpinionWay qui portait sur le rapport qu'entretiennent les jeunes avec l'argent. Il y avait plein d'apprentissages, mais une des statistiques qui a motivé notre lancement, c'était qu'il y avait 2 tiers des 18-35 ans qui déclaraient être inquiets de ne pas pouvoir financer leur projet de vie. C'était une réelle charge mentale pour eux. Et nous, on répond parfaitement à ce problème. Donc, nous, Moka, on est une application mobile qui aide les jeunes, le grand public en particulier les jeunes, à atteindre leurs objectifs financiers en leur fournissant une solution d'épargne et d'investissement qui est simple, automatique et responsable. Voilà. Merci Maxime. Et Bertrand, pour finir. Donc, Bertrand Tillet, je suis Head of Product chez Budget Insight. Alors, Budget Insight, c'est maintenant plus tout à fait une start-up avec 9 ans d'existence et puis leader de l'agrégation de comptes bancaires en France, pionnier de l'initiation de virements aussi, et puis premier agrégateur de comptes épargne et de support d'investissement en France et en Europe. C'est vraiment une de nos spécificités. Alors, plus une petite start-up maintenant, parce qu'on a 200 clients et on sert à la fois des grands groupes bancaires comme BPCE, BNP, mais aussi des grands assureurs, AXA, Maïf, qui sont justement pas mal présents sur la partie support d'investissement, mais aussi des grands éditeurs de logiciels professionnels et bien sûr des fintechs, alors des éditeurs comme Harvest en l'occurrence sur la partie investissement, et des fintechs comme Moka, mais aussi Finari, Lydia, Alma. Donc énormément de cas d'usage autour de l'utilisation de la donnée bancaire, qu'elle soit rattachée au compte de paiement ou au compte épargne. Voilà. Merci Bertrand. Ce que je propose, c'est, comme on est nombreux, c'est n'hésitez pas par le truchement du chat à nous poser vos questions au fil de l'eau ou à attendre à la fin. On va se réserver un petit quart d'heure pour débattre sous forme d'échange texte. Ce que je vous propose, c'est, de mon côté, je vais essayer de vous donner un premier aperçu des tendances d'innovation dans l'épargne. C'est un secteur qui a toujours beaucoup bougé, mais qui bouge encore plus vite, je dirais, depuis l'arrivée récente de nouveaux courants, Open Banking puis Open Finance. On le verra un petit peu en détail avec nos intervenants. Les impacts sont très larges, en fait, puisque toute la chaîne de valeur et la filière de l'épargne est potentiellement transformée, en fait, par ces nouveaux leviers techniques, technologiques, mais pas que.
n'entre pas dans les détails, mais il y a aussi du réglementaire, de l'organisationnel. Mais l'idée, c'est de, sur une seule page, pour faire court, je vais prendre quelques minutes, vous donner un petit peu les dimensions possibles de cette transformation. Et puis après, on essaiera de faire le tour avec nos intervenants de ce que eux ont vécu sur leur segment et leur cas d'usage, comment ils ont vécu cette transformation, comment ils la vivent peut-être encore au quotidien et comment ils l'entrevoient dans le futur. Donc, je le disais pour prendre ce petit schéma qui s'affiche devant vous, il y a, et c'est une catégorisation qui en toute humilité vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est jamais évident de mettre des choses dans des boîtes parce que tout est dans tout. Pour les plus curieux, donc cette catégorisation elle est issue d'une méthode qui s'appelle Dublin, les 10 types en anglais, et elle s'applique à tout le secteur, et j'ai essayé de la décliner sur l'épargne. Alors en un slide, c'est un peu très concentré, et si vous êtes curieux, vous pouvez télécharger l'étude complète sur le site de Deloitte. Ces 10 types d'innovation, si on les prend de la gauche vers la droite, vont d'un modèle d'affaires qui, par les technologies d'ouverture, on parle souvent des microservices, des API, la façon de créer de la valeur autour de l'épargne peut évoluer. On voit des acteurs historiques se transformer en fournisseurs de microservices technologiques pour aider des gérants, des distributeurs ou des consommateurs d'épargne. Et puis, on aura le témoignage de Budget qui fait partie de ces acteurs qui fournissent des briques technologiques pour aider ensuite toutes les 9 autres briques d'innovation possibles, donc des acteurs très transversaux. Après, on a des sujets d'innovation dans la façon de distribuer ces produits d'épargne. On a vu notamment en Asie ou dans les super apps chinoises comme Alipay, WeChat Pay, des gestionnaires de fonds d'actifs proposer leurs solutions directement sur ces réseaux sociaux avec des facilités de distribution. On a des compétences qui sont augmentées par la technologie. Les traditionnels conseillers en épargne, en gestion patrimoniale, se voient augmenter. Et un des très beaux exemples, c'est Harvest. Donc, je laisserai Delphine expliquer en quoi on peut toujours aider mieux le distributeur dans son quotidien. Alors, le distributeur, il est aussi soumis à certains processus et une conformité assez lourde dans le domaine de l'épargne pour respecter beaucoup de règles et des sujets de fiscalité notamment. On a quelques exemples où là aussi les technologies amènent une rassurance à la fois pour le distributeur dans son devoir de respect des normes, et puis également la protection du consommateur en deuxième lieu. On a un cœur produit d'épargne. Alors, on a eu un Je crois que nous avons perdu petite Julien. déconnexion de Julien qui ne saurait tarder à revenir. Hop. Alors, je le réinvite. Vous m'entendez? C'est bon, oui. C'est reparti. De retour, Julien, c'est tout bon. Bon. Vous pouvez reprendre. Toutes mes excuses. Il y a une coupure. Donc, j'espère que vous avez entendu la première partie fonctionnement interne des acteurs de l'épargne, qui sont des organisations en transformation grâce à la technologie d'ouverture et des microservices apportés par l'open banking. J'ai l'impression d'être... Si on t'entend, Julien. Ah, oui, pardon. Julien, on t'entend bien. Peut-être à la limite désactive la caméra, sinon, si c'est des problèmes de bande passante. Exactement. Qu'on puisse t'entendre, voilà. J'étais en train de prendre le backup téléphonique, sinon. Donc, produit et cœur, je disais en épargne, parce qu'on est réglementé, et c'est tant mieux. En Europe, on a des latitudes limitées sur le cœur d'épargne. On ne peut pas recréer comme ça des nouveaux actifs ou des enveloppes fiscales. Pour autant, on a vu apparaître ces dernières années des classes d'actifs comme les cryptos actifs, avec des acteurs qui portent des solutions autour de ça, ou plus récemment ShareGain avec Citi en Asie qui permet le prêt d'actifs qui est assez intéressant à regarder. Beaucoup de choses autour des services adjacents, parce qu'au-delà du cœur
produits d'épargne, mais il y a plein de choses à faire en amont, en aval de ces projets d'épargne, et on aura le témoignage de Moka sur ce qui est possible d'être amené nouvelles valeurs autour du cœur produit, qui est aussi très lié au parcours en fait et l'expérience vécue par le client autour de ces sujets d'épargne et d'investissement, et puis la façon dont il a interagi, qu'il peut agir ou non avec soit son conseiller, soit son gestionnaire, avec des canaux nouveaux, alors pas si nouveaux que ça pour certains, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, demain peut-être plus de virtuel, mais des choses se passent aussi sur ces sujets de canaux et de véhicules d'interaction. Et puis aussi beaucoup de choses ces derniers temps autour de la raison d'être ou la façon de flécher l'épargne à impact aux yeux du consommateur pour essayer de lui faire jouer un rôle dans l'investissement plus responsable et durable. Donc là aussi, la technologie amène de la valeur dans la pédagogie et le guidage vers ces nouveaux produits. Et puis pour finir, et c'est là aussi où nos participants ont de la valeur, c'est l'engagement, parce qu'effectivement, c'est parfois des produits complexes, donc peu engageants, et c'est là où la force des outils et des technologies permet de réengager ou d'engager tout court les consommateurs autour de cette expérience d'épargne. Donc, vous le voyez, c'est extrêmement large et ça va être frustrant de réduire tous ces sujets en une seule heure, mais je fais confiance à mes co-speakers pour aller à l'essentiel. Sans attendre peut-être des réactions qu'auraient mes co-speakers par rapport à ces grandes tendances que j'ai probablement touché du doigt à peine, effleuré. Est-ce que vous êtes alignés ou au contraire, je suis encore déconnecté? Non? Non, on t'entend Je bien. vous laisse réagir peut-être à chaud donc sur ces tendances. Quelle est votre perception? Alors, tu veux bien répéter ta question, au-delà de réagir à chaud, si tu veux bien répéter, Oui. Quelle est votre perception? Excuse-moi, comme ça. Votre vision des derniers mois ou années de la transformation de notre marché de l'épargne et puis ce qui nous attend demain, est-ce que vous vivez une accélération de cette transformation et qu'est-ce qu'amènerait la technologie autour de cette transformation? Est-ce que vous avez cette perception que j'ai essayé de résumer en quelques mots? Donc, comment de votre côté vous vivez cette... Je peux peut-être essayer de démarrer avant Bertrand et Maxime. Je pense que tu as mis l'accent sur un certain nombre de grands changements. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on le voit, il y a eu des baisses quand même significatives de rendement sur des placements dits prudents, particulièrement sur certains marchés européens, et donc une recherche de performance. Et cette recherche de performance, il faut absolument apporter des éléments clés, que ce soit pour bien filtrer, mais que ce soit aussi pour, j'allais dire, essayer de personnaliser au mieux une solution avec des volontés de l'épargnant, et notamment tu as cité quelque chose qui est important, c'est l'impact sociétal et environnemental. Et sur cette partie-là, je dirais que c'est encore un peu plus renforcé, notamment avec l'effet Covid, qui a fait qu'on a quand même, dans de nombreux pays, encore une fois européens, quelques bas de laine. Il y a cette nécessité de flécher cette épargne sur l'économie réelle, mais aussi sur ce qui fait du sens, parce qu'il y a cette recherche de sens, et je crois que la technologie, effectivement, elle apporte quelques solutions. Elle apporte des solutions pour comprendre, c'est aussi être transparent sur les différents supports, sur les différentes valorisations de ces supports et performances, encore une fois. Et puis aussi, elle apporte 2 éléments qui sont importants dans un monde qui va vite, c'est de la réactivité. Et ça, je crois que sans technologie, c'est quand même très complexe d'opérer, surtout quand on voit la vitesse à laquelle certains changements sont arrivés, et puis ce besoin de personnaliser et d'essayer d'apporter une réponse qui soit vraiment personnelle par rapport à des enjeux
enjeux, des projets de vie ou simplement des préoccupations qui sont fortes, notamment sur la partie environnementale. Donc je crois que les différents, tu allais parfois vite sur certains acteurs, mais ce que certains acteurs essaient de proposer aujourd'hui, c'est ça, c'est cette réponse pour beaucoup digitale, parfois hybride. Moi, je crois fondamentalement, mais on aura l'occasion d'y revenir, que cette techno, elle agit comme un catalyseur pour ceux qui l'utilisent pour le bien-être de leurs clients et notamment au premier chef ces acteurs, ces spécialistes du monde de la finance ou de la gestion patrimoniale. Merci beaucoup, Delphine. Bertrand ou Maxime, peut-être une perception également? Je rejoins un peu ce que dit Delphine. Je pense qu'on voit, mais comme dans beaucoup de secteurs, en fait, vraiment toujours une plus grande personnalisation. Et c'est un peu poussé aussi, c'est aussi principalement poussé par les usages, en fait, des consommateurs qui changent et qui voient sur leurs autres applications, sur leurs autres portails, en fait, davantage de personnalisation. Et donc, forcément, il y a une attente aussi sur l'épargne. Personnalisation de son profil d'épargnant, personnalisation en fonction de ses projets de vie, de ses événements de vie, en fonction de son profil de risque. Et il y a aussi quelque chose qu'on sent que le consommateur attend, c'est un meilleur suivi tout au long de sa vie, en fait. Et on le voit un peu avec les dernières initiatives, avec la portabilité de l'épargne salariale. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche à amener, c'est une personnalisation sur le moment, mais aussi un meilleur suivi. Et puis, on constate quand même une normalisation, je trouve, de plus en plus des supports d'épargne, des supports d'investissement. Et en fait, c'est vrai que la réponse technologique à ces grandes lames de fond, ça va être l'accès aux données. Bon, ça, c'est un grand classique. Et bon, moi, je suis dans l'open banking, donc forcément, j'ai les pieds dedans. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que la donnée, c'est un peu le pétrole du 21e. Alors, elle peut être de deux types. Elle peut être très, très brute, comme ce qu'on peut trouver au fin fond de l'océan, et pas forcément beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'usages. Mais elle peut aussi être raffinée. Et ça, c'est vraiment un grand enjeu des acteurs qui proposent ces données, c'est d'arriver à normaliser, à soigner, à enrichir cette donnée pour qu'elle soit utilisable par tous les innovateurs, comme ceux présents pendant ce webinaire et d'autres. Comme le disait Delphine, en fait, c'est vraiment une question de notion de catalyseur. En fait, on catalyse des nouveaux usages. Et pour bien catalyser, il faut vraiment des données qui soient correctement disponibles. Et l'open banking poursuit cette tendance qu'on va retrouver ailleurs, open data de manière générale. Mais c'est vraiment ça que je vois. Et donc, du coup, derrière, effectivement, les algorithmes, de l'analyse du comportement des utilisateurs, tout ce qui s'ensuit, font aussi partie des grandes tendances de fond qu'on voit. Merci, Bertrand. Maxime, peut-être une... Oui, je rejoins ce qui a déjà été dit. Moi, je vais couvrir davantage la partie B2C, puisque c'est ce qu'on fait chez Moka. Mais en France, l'épargne, pour ma génération, typiquement, ça s'est souvent résumé au livret A, qui est très populaire, qui existe depuis près de 2 siècles, et qui a été très peu réinventé, très peu changé, et qui est vendu comme tel encore aujourd'hui par les acteurs traditionnels. Donc, ça a laissé beaucoup de place. C'est un marché qui était relativement délaissé, et notamment l'épargne et l'investissement chez les jeunes, qui est un segment qui n'a pas du tout été adressé. Et ça a laissé beaucoup de place à des nouveaux acteurs qui ont effectivement utilisé la technologie pour complètement réinventer ces produits. Je pense que la technologie, elle intervient absolument à tous les niveaux de l'innovation. J'en citerai que 3, et qui résonnent avec l'expérience qu'on a chez Moka. D'une part, au niveau du produit, améliorer l'accessibilité de nos produits en réduisant les barrières à l'entrée, en faisant en sorte de repenser complètement le parcours d'inscription, en ajoutant de la gamification, une expérience un peu plus pédagogique et personnalisée, comme ça a été dit. Au niveau opérationnel également, en automatisant des processus, en réduisant les délais, en réduisant les risques, en ajoutant un peu de l'instantanéité dans l'expérience. Et enfin, je citerai également la conformité. Alors, il y a plein d'exemples au niveau de la conformité, mais récemment en France, on a été en mesure d'utiliser, on a été autorisé à utiliser des systèmes qui permettent de valider que l'identité de l'utilisateur, que l'utilisateur qui crée son compte est bien celui qui dit créer son compte.
avec des technologies qui permettent de valider que la pièce d'identité appartient bien à l'utilisateur et qui permettent également d'améliorer le parcours d'inscription. Donc c'est très intéressant ce qu'on observe actuellement sur le marché de l'épargne mondial et européen. Et je rejoins ce que tu disais, Julien. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au même titre que quand les néobanques sont arrivées sur le marché il y a quelques années, elles ont réussi à capter d'importantes parts de marché aux banques qui les ont poussées, constatant ça, à complètement réinventer leurs produits, à ressortir leur propre néobanque et à repenser complètement l'expérience. Je pense qu'il va y avoir certainement des super apps financières qui vont être focalisées sur la verticale de l'épargne et l'investissement, qui vont avoir le même impact sur le marché de l'épargne dans les prochaines années. Très clair, merci à tous les trois d'avoir effectivement reprécisé certaines dimensions de cette transformation qui, on est tous d'accord, est extrêmement large et c'est ce qui la rend passionnante. Peut-être pour ceux qui ont pu commencer à mettre en pratique ces techniques un peu nouvelles d'ouverture, open banking, open finance, est-ce que les premiers retours, le passage à cette réalité, la façon dont vous l'avez vécu, selon vous, y a-t-il eu, et forcément je pense qu'il y en a eu des difficultés, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y a des risques que vous voyez face à ces opportunités amenées par l'open banking? Donc peut-être Bertrand, qui est toi au cœur de cette tuyauterie, si je vulgarise, est-ce que c'est plug and play ou il y a quand même des petits pièges à éviter? Alors, c'est plug and play pour nos clients, mais parce que nous, on a bien galéré derrière. Je pense qu'il faut revenir un peu sur l'historique. En fait, il y a souvent des confusions sur qu'est-ce qu'est la DSP2, à quoi elle sert, etc. Et la DSP2, bon, déjà, elle a été adoptée fin 2015 avec une transposition au droit national, donc ça a pris quand même un certain temps avant de commencer à poser les bases. Ensuite, on a eu effectivement différents acteurs comme la CPR, comme la BCE, qui ont commencé à proposer une traduction technique de cette réglementation. La DSP2, à la base, c'est vraiment une directive de paiement, de service de paiement. Et ça a une conséquence pour le marché de l'épargne, c'est que, en fait, le marché de l'épargne est principalement en dehors de la DSP2. Et donc, l'open banking, comme il est aujourd'hui, porté par cette réglementation, a un peu oublié les services d'épargne, alors qu'en réalité, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que la demande, elle était là. Elle était clairement là. On l'a vu dès le début. Nous, on a toujours proposé, en fait, les comptes épargne, mais du coup, hors DSP2, par d'autres canaux. Et en fait, on a réalisé que ça faisait partie des principales demandes d'agrégation de comptes. En fait, aujourd'hui, sur nos comptes, vous prenez l'intégralité des comptes qui sont agrégés par tous les utilisateurs des clients de Budget Insight, vous avez 65% qui sont des comptes épargne. Donc, ça montre bien qu'en réalité, et sur plein de cas d'usage, plein de services différents, le besoin d'agrégation d'informations de comptes épargne est réellement là. Et ça, effectivement, ça a été un petit peu oublié. Mais parce que la DSP2 et l'ouverture des données bancaires étaient vues comme un moyen de permettre à terme l'initiation de virement, en fait, de faciliter l'initiation de virement, le paiement en ligne sans carte. Là, effectivement, aujourd'hui, les acteurs, que ce soit les banques, les régulateurs, se rendent compte du manque qu'on a sur la partie compte épargne. Parce qu'effectivement, la DSP2 demande aux banques de donner accès à leurs données, mais en revanche, ça c'est un point aussi qu'on sait peu, c'est que elle n'oblige pas les banques à créer des API propres avec des données normalisées. Elle demande un canal d'accès, elle demande de fournir un canal d'accès. Mais ce canal d'accès peut très bien être une réplication du site Internet, de l'interface bancaire. Donc, il n'y a pas réellement d'obligation de normaliser l'accès entre les différentes banques. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même toujours un besoin de traitement derrière et qu'on va retrouver davantage encore avec les comptes épargne. Parce que aujourd'hui, on commence à discuter au niveau des groupes de discussion, notamment côté Berlin Group. Berlin Group, c'est un standard que peuvent suivre les banques pour me donner accès aux données. On commence à discuter dans ces groupes de discussion d'ajouter les comptes épargne dans une future version
de la réglementation DSP2, donc le DSP3. Donc, on en parle au point de vue régulateur, mais le problème qu'on touche, c'est un problème de très forte diversité en fait, entre les différents États membres de l'Union européenne, qui rend en fait la normalisation assez complexe. Donc ça, c'est les aspects de connectivité. Peut-être, Delphine, toi qui as été loin dans l'exécution de cette information, quelle a été ta vision des choses? Comment ça s'exécute, cette transformation? Alors, c'est vrai, et Bertrand le disait, c'est quand même un chemin qui n'est pas très, très simple. C'est un chemin que nous avons pris il y a très longtemps et je crois que c'était important de le prendre très tôt. Moi, j'ai toujours la conviction assez forte qu'il y a une prime à ceux qui innovent très tôt. Alors, effectivement, ça veut dire que très tôt, on se rend compte des difficultés, des embûches, mais ça veut dire aussi que très tôt, on apprend. Et le sujet, c'est de trouver les bons acteurs. Donc, il se trouve qu'effectivement, nous, on travaille avec Budget Insights. Depuis 2017, on a sorti notre application Money Pitch en 2017, donc assez tôt, à un moment où finalement les usages étaient très peu installés et la maîtrise technologique aussi. Donc clairement, les premiers mois, ils ont été, je dirais, pas simples. Mais j'allais dire qu'en tant qu'éditeur de logiciels et puis travaillant aussi avec un acteur qui très vite solidifiait aussi les choses, à la limite, c'est notre responsabilité de masquer cette complexité technologique et de faire en sorte de mettre en place des outils qui soient des outils solides et fiables. Le challenge a été vis-à-vis des clients. Et nous, on a fait le choix très vite, un choix qu'on assume complètement et qu'on maintient dans le temps, de ne pas développer une solution pour l'utilisateur final, mais pour l'intermédiaire. Donc on est uniquement ici en B2B, c'est-à-dire qu'on vend notre solution à des acteurs, des spécialistes financiers qui eux-mêmes vont utiliser cette application pour leurs propres clients. Et donc le challenge qui a été le nôtre, donc c'est une application mobile, c'est aussi un site internet, c'est de bien embarquer l'intermédiaire, donc que ce soit un conseiller en gestion de patrimoine ou un acteur bancaire ou dans le monde assurantiel, pour qu'il comprenne aussi lui-même, parce que c'était très nouveau, comment tout cela fonctionnait. Et je crois qu'on a eu une chance aussi, c'est que ces acteurs-là disposent d'une confiance de leurs clients qui a facilité aussi l'adoption. C'est-à-dire qu'on avait un acteur qui, bien sûr, avait un intérêt parce qu'il a des bénéfices directs en poussant cette solution, mais aussi ça a été une chance parce que lui-même disposant du crédit nécessaire, arrivait à expliquer parce que honnêtement, ce n'est pas simple. Il faut faire de l'éducation, de la pédagogie. Pourquoi est-ce qu'on demande à des personnes de mettre leur identifiant et leur mot de passe sur une application pour accéder à des comptes qui sont leurs propres comptes? Qu'est-ce qu'on va leur fournir comme bénéfice? Et c'est là où il faut vraiment avoir une assise stable sur cette approche pédagogique. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à avoir un portail finalement? Parce que c'est ce qu'on propose. Money Pitch, c'est un portail unique qui permet d'agréger l'ensemble des comptes, donc à la fois les contrats qui ont pu être vendus par cet intermédiaire qui met à disposition l'application, mais aussi les contrats qui sont dans d'autres établissements financiers. Et c'est tout l'intérêt pour le conseiller, c'est que d'abord, lui, ça lui permet d'avoir un échange, je dirais, particulier, privilégié, mais ça lui permet surtout d'avoir une vue qui est une vue globale. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été, qu'on a dû installer dans le temps. On a dû faire des formations, on a dû faire beaucoup de tutos parce qu'au début, c'était très nouveau et finalement, quand c'est très nouveau, il faut expliquer et quand on est les premiers, bah, forcément, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que ça a ouvert, des opportunités et finalement, cette ouverture, même si, effectivement, c'est venu d'une volonté de normaliser, ça a permis d'être au service des épargnants et en passant pour nous, en ce qui nous concerne, véritablement par les conseillers et les professionnels. Ça a été le pari qu'on a fait, mais qui a peut-être aussi facilité cette adoption, parce que ça a pu être un peu plus difficile au niveau du grand public en direct à cette époque-là. Donc effectivement, une cascade de confiance de la solution vers le distributeur, puis vers le consommateur.
C'est important, hein, Julien, la confiance, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les data, on parle de data qui sont sensibles, qui sont vos avoirs financiers, donc on n'a pas du tout envie que ça se retrouve sur la place publique, et donc il y a aussi une notion de sécurité, et c'est pour ça que je crois aussi que ça a été très important quand des acteurs fiables se sont posés sur ce sujet-là, ça a apporté aussi cette confiance. Je crois que Julien nous a quittés de nouveau. Alors, est-ce qu'il va arriver à réapparaître? Est-ce que c'est notre guide? Parce que sinon, voilà. On a perdu notre guide. C'est gentil, Delphine. Non, mais de toute façon, la finance étant autonome de plus en plus, je pense qu'elle a de moins en moins besoin de guide. Mais blague à part, moi, je pense avoir compris cette notion de sécurité qu'apporte en plus la solution. Et c'est aussi ce qui justifie que tout ne peut pas se faire en un mois ou quelques jours. Hein. Je pense que dans cet univers de l'épargne, compte tenu de cette sensibilité, c'est aussi bien parfois de ne pas se bousculer trop vite dans ces transformations. Je pense aux questions que je vois apparaître sur le fait qu'effectivement, il y a un coût à cette transformation, mais qu'en face, il y a de la valeur sécurité, valeur confiance. Et je pense qu'on répond du coup à cette première question. Donc, on a parlé de cette dimension de mise en œuvre. Après avoir fait cette mise en œuvre, on a tous envie de vous demander des résultats, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà, même si c'est des choses émergentes, récentes, est-ce que, alors moins récentes pour Delphine qui était pionnière en 2017, hein, mais est-ce que vous pouvez illustrer ces bénéfices apportés par ces technologies? Maxime peut-être, qui a le recul canadien qui est aussi intéressant pour nous. Oui, bien sûr. Effectivement, nous, on a une double réalité, je dirais, c'est que on a notre activité canadienne et notre activité française. À savoir qu'au Canada, il n'y a pas d'équivalent à la DSP2. Il n'y a pas d'open banking. Donc, nous, notre offre de base qu'on a lancée cette année sur le marché français, elle repose principalement sur la donnée transactionnelle des comptes de paiement, donc qui font partie du périmètre de la DSP2. Néanmoins, au Canada, la plupart des services adjacents qu'on offre repose sur ce qui pourrait être considéré comme hors périmètre DSP2. Donc effectivement, l'accès à cette donnée hors périmètre DSP2 les possibilités sont infinies et est une grosse source d'innovation. Pour revenir sur ce que nous on fait en France et comment on utilise la donnée transactionnelle, nous il y a deux axes majeurs qui guident un peu le développement de notre produit depuis le premier jour, qui sont l'impact, donc maximiser l'impact sur la vie de nos utilisateurs, et pas seulement d'ailleurs sur leur vie financière, et faire en sorte que notre produit soit le plus inclusif possible. Donc faire tomber toutes les barrières, tous les points de friction grâce à un produit et une expérience utilisateur qui est simple et qui parle au plus grand nombre. Donc grâce à ça, en fait, l'accès à la donnée financière pour nous permet de à la fois maximiser notre impact et de faire en sorte que notre produit soit soit le plus inclusif possible. Je vais citer deux petits exemples. Il y a plein d'exemples, même sur le marché français, mais je vais en citer que deux qui sont très simples. D'une part, on est capable aujourd'hui de récupérer les coordonnées bancaires de nos utilisateurs grâce à la donnée transactionnelle, qui fait partie de notre processus d'inscription et qui est une donnée essentielle pour nous puisque ça nous permet à la fois de collecter les fonds de nos utilisateurs pour mettre cet argent de côté et pour ensuite l'investir dans nos portefeuilles ISR qu'on met à disposition à nos utilisateurs. Donc voilà, ça simplifie le processus d'inscription. Donc ça, c'est pour la partie inclusion. Et pour la partie impact, nous, on s'est fait connaître au Canada il y a 4 ans grâce à une fonctionnalité qui s'appelle l'arrondi, qui est maintenant très populaire en Europe et même en Amérique du Nord. Donc l'arrondi, comme son nom l'indique, on a accès à votre donnée transactionnelle, on arrondit chacun de vos achats à l'euro supérieur, on récupère ces centimes, on les met de côté pour vous, puis on les investit automatiquement. L'avantage de l'arrondi, c'est que c'est une méthode d'épargne qui est simple, qui est à la portée de tous et toutes et tous, et qui permet de transformer chacune de vos dépenses en opportunité d'épargne. C'est également indolore, c'est à peu près entre 10 et 15 euros par semaine, donc la somme totale de vos arrondis.
qui est mis de côté par nos utilisateurs grâce à la fonctionnalité de l'arrondi. Et c'est également personnalisé, on parlait de ça juste avant, puisque c'est proportionnel à votre nombre de transactions. Donc, mettons qu'en fin de mois, vous avez un peu moins d'argent sur votre compte, et ben vous allez faire un peu moins de transactions, vous allez avoir un peu moins d'arrondi, mais vous allez continuer à épargner, bien que ce soit une petite somme, et continuer je dirais, à adopter cette habitude d'épargne saine. Donc, ça nous permet vraiment pour nous de maximiser l'impact grâce à cette fonctionnalité qui permet à toutes et à tous de commencer à épargner, même à ceux qui n'ont jamais réussi à épargner avant. Enthousiasmant de voir ces évolutions, et cette comparaison Canada-France est hyper instructive. Merci Maxime. Delphine, peut-être toi aussi tu as des illustrations de ces bénéfices dans les clients que tu sers. Oui, alors je peux peut-être te les exprimer de deux façons, parce qu'encore une fois, notre solution, elle fait un pont entre le conseiller, ça c'est extrêmement important, c'est pas du tout une solution qu'on offre à l'utilisateur final en direct, donc c'est une solution qui fait le pont entre un conseiller, un expert patrimonial et un client final. Et ce que nous proposons, c'est donc ce portail unique qui permet de visualiser l'intégralité des contrats qui sont détenus soit chez ce conseiller, soit chez les organismes extérieurs. Donc, quels avantages, et pour le conseiller et pour l'utilisateur, c'est important de bien comprendre cette rotule entre les deux. Pour l'utilisateur, et je vais vous donner quelques chiffres, je pense que du coup ça parlera mieux. Pour l'utilisateur, ça permet donc d'avoir une vision qu'il n'a jamais ailleurs, qui est consolidée sur l'ensemble des supports. Et là, on est très varié, et c'est une vraie nouveauté. Je pense que c'est ce qui fait la rareté aujourd'hui sur le marché, parce qu'on parle de l'assurance vie, on parle des comptes titres, on parle du PEA, on parle de l'épargne salariale. Vous avez parfois des personnes qui, compte tenu de leur carrière successive dans plein d'entreprises, vont avoir de l'épargne salariale dans 2, 3, 4 établissements différents. L'épargne retraite aussi. Et tout ceci, il a une vision qui est très simple s'il le souhaite, donc avec des indicateurs et des simulateurs où on sort 2, 3 indicateurs, pas plus, la plus-value, la moins-value sur la période. On lui donne quelques indications aussi sur des éléments d'actualité, mais on va beaucoup plus loin aussi sur ceux qui souhaitent avoir un peu plus de détails. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier de façon automatique, et c'est là où on rajoute notre propre couche d'expertise par rapport à ce que nous fournit aussi Budget Insight, c'est que finalement, grâce à notre propre référentiel de données financières, on va pouvoir proposer un audit du portefeuille de nos clients à travers des éléments sur la valorisation, sur les différentes performances. Donc ça, c'est important parce que le bénéfice pour le client, c'est qu'il sait ce qu'il a, il comprend ce qu'il a. Il comprend où il a investi. Et parfois, entre les fonds de fonds ou des choses qui finalement ont été souscrites il y a bien longtemps, il a perdu cette connaissance. Donc, il sait, il comprend. Et parce qu'il comprend, il peut être beaucoup plus mature dans sa discussion avec le conseiller. Et c'est ça qui est important. Alors, je vais vous donner juste un seul chiffre, et je pense que ça illustre ce que j'espère être un bénéfice, c'est qu'on a 2/3 de nos utilisateurs qui se connectent au moins une fois par semaine. C'est énorme. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cet intérêt de revenir régulièrement, et c'est ça aussi qu'on cherche. Je bascule maintenant côté conseiller. L'intérêt pour le conseiller, c'est qu'il a mis dans la main ou dans la poche, si on veut, de son utilisateur, une application mobile, donc qui est tout le temps avec lui et qui est son canal de communication. C'est-à-dire qu'ils échangent des informations, que si jamais le client a agrégé un nouveau compte, il est au courant si le client le souhaite, et donc il peut réagir. Il peut envoyer des documents, et c'est quand même un petit peu mieux de faire ça par un canal sécurisé que de faire ça par la messagerie électronique. Et donc du coup, ça devient un moyen de valoriser son conseil, parce que son conseil, à lui, expert, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus affûté parce qu'il a cet échange permanent et pas une fois par an. Et parce que du coup, on inverse aussi un petit peu le mode de contact finalement.
quand le client a des questions, c'est lui qui va solliciter. Mais ces questions, elles sont nées parce qu'il a vu des choses. Il a vu des tableaux de bord qui ont été simplifiés. Et donc, ça lui permet aussi d'exercer sa profession qui est du conseil. Et puis, de façon très, j'allais dire, normale, d'aller chercher des avoirs à l'extérieur. Parce qu'on sait que pour 100 € d'avoirs qui sont détenus aujourd'hui chez un conseiller, il y en a 300 à l'extérieur. Et donc, quand il a cette vision globale, eh bien, il peut rebondir. Il peut dire, mais non, c'est plutôt intéressant de faire tel arbitrage sur telle poche, et donc véritablement de se placer comme ce référent, cet architecte de son épargne. Et je pense que l'outil, encore une fois, je parlais de catalyseur tout à l'heure, il est fait pour renforcer le lien qu'il a avec son conseiller. Donc, tu disais, je crois tout à l'heure, Julien, et j'aime bien ce mot-là, augmenter. Oui, je crois que quand on est un conseiller financier et qu'on a ce type d'outil, eh bien, on a finalement une relation client qui est renforcée. Donc, le digital vient pas, j'allais dire, remplacer quelque chose, mais le sublimer en créant des opportunités de contact. Impressionnant, non, mais c'est hyper intéressant de t'entendre, de voir ces réussites et enthousiasmant. Et du coup, on a envie de se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'encore mieux? Du coup, j'ai envie de me tourner vers peut-être Bertrand qui apporte cette connectivité dans la roadmap, dans la trajectoire. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus utile pour augmenter davantage la proposition de valeur? Ouais, il y a déjà une première chose, c'est qu'il faut arriver à tout couvrir. Enfin, il faut couvrir l'intégralité du patrimoine du client. Et donc ça veut dire, par exemple, en France, ça veut dire développer les CPI, quelque chose qu'on couvre relativement peu aujourd'hui, mais qui est très, très demandé. Et c'est forcément un support qui se développe de plus en plus dans le contexte actuel. Mais c'est aussi, évidemment, accompagner nos clients à l'international. Sachant qu'effectivement, là, il y a une grande différence entre les différents supports d'investissement sur les pays européens, mais ça c'est extrêmement important parce que à partir d'un certain patrimoine, mais forcément, on va le retrouver dans différents pays, sur différents supports. Et pour continuer à avoir cette vue 360, c'est extrêmement important de les récupérer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se développe en Italie, on commence à se développer en Allemagne, en Espagne. Ça prend nécessairement le temps puisque, encore une fois, on est sur des supports qui ne sont pas réplicables, qui ne sont pas l'identique, parce qu'évidemment, on peut trouver en France. Et puis, il y a aussi des nouveaux segments qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, les informations qui sont détenues par les courtiers en ligne. Extrêmement intéressant. On a aussi, on a commencé à développer, on va poursuivre le développement de récupération d'informations sur les plateformes de crypto. Aujourd'hui, c'est incroyable, mais vous prenez effectivement des trentenaires. Moi, il y a bien la moitié des trentenaires que je connais qui commencent à placer un petit bout de leur épargne sur de la crypto. Et en fait, cette épargne est agrégée sur des plateformes qui sont en plus, elles, européennes et internationales. Donc, c'est vraiment, en fait, on va suivre les tendances de l'épargne pour toujours garder cette vision, enfin, épargne-investissement, pour toujours garder cette vision un peu 360. Là, juste pour quelques chiffres sur justement les cas d'usage qu'on suit qui se développent énormément, alors, typiquement sur l'épargne collective, épargne salariale, épargne retraite, ça, nous, on voit la plus grosse croissance là-dessus. C'est extrêmement intéressant. On a là, quelques chiffres, oui, sur le sujet. On a commencé de zéro il y a 2 ans. On a commencé à créer ces connecteurs pour récupérer les données d'épargne salariale et d'épargne retraite. Aujourd'hui, on est à peu près à ce qu'on appelle 100 000 connexions, c'est-à-dire 100 000 comptes où on récupère les informations. À peu près 20% de croissance mensuelle depuis cette année-là, donc chez tous nos clients confondus qui agrègent ces supports. Donc, on sent vraiment une appétence, une demande sur cette capacité de pouvoir suivre un peu les supports d'épargne collective tout au long de sa carrière professionnelle et de sa vie. Donc une vraie dynamique. Peut-être, Maxime, tu la sens aussi, cette montée en puissance? Oui, effectivement, oui. Je pense qu'il y a un intérêt grandissant de la part des particuliers de suivre davantage leur épargne. Je pense également que la jeune génération commence à penser qu'éventuellement ils auront peu ou pas du tout de retraite, et donc il y a un intérêt pour commencer à se préparer à cette potentielle réalité maintenant et d'avoir plus de contrôle dès aujourd'hui sur les produits d'épargne de
cette génération. Et l'expansion pour toi va continuer d'autres pays, parce que tu arrives en France. Est-ce que Oui, effectivement. Bah, nous, en fait, on a un modèle qui est un peu spécial, puisque nous, on prend pas de frais ni de commission comparé aux autres acteurs traditionnels sur ce qui est investi ou sur ce qui est épargné, pardon. Donc, que vous investissiez, que vous mettiez de côté 1 000 euros ou 100 000 euros, pour nous, vous serez facturé le même prix, qui est un frais fixe de quelques euros par mois après 30 jours gratuits. Donc, du coup, notre stratégie, elle est très claire. C'est une stratégie de masse. On souhaite faire en sorte que notre produit soit disponible au plus grand nombre et pas seulement devenir la première app d'épargne d'investissement en France, mais devenir la super app financière dont on a parlé un peu plus tôt, focalisée sur la verticale de l'épargne et l'investissement pour les jeunes. On estime qu'on a fait le plus dur en se lançant du Canada vers la France pendant le Covid en plus, et que maintenant on a vraiment une infrastructure et un cadre réglementaire qui devrait nous permettre de se lancer dans la zone euro au minimum assez facilement. Et d'ailleurs, on espère pouvoir commencer à initier un lancement d'ici la fin de l'année. Donc, ça fait partie de notre stratégie de croissance. Notre autre stratégie de croissance, c'est bien évidemment, on est une société qui se focalise sur l'expérience utilisateur et sur le produit, et on a une réelle volonté de délivrer davantage de valeur et avoir encore plus d'impact sur la vie de nos utilisateurs. Donc, on va également travailler à diversifier nos services, à compléter notre offre comme on l'a fait au Canada, et à aider encore plus nos utilisateurs à atteindre leur objectif financier. Merci Maxime. Et Delphine, pour toi, on a vu passer vos croissances externes récemment. Quelle trajectoire tu vois encore devant vous pour l'avenir? Écoute, je dirais peut-être une trajectoire à 2 niveaux. D'abord, continuer à apporter toujours plus de valeur à nos clients. Donc encore une fois, les conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les banques et les assureurs. Et pour ça, on continue à développer avec eux. Ça, c'est vraiment important. On est dans une démarche de construire avec nos clients qui est extrêmement forte et qui se renforce, où ils ont un impact direct sur notre plan produit. Donc ça, je trouve que c'est aussi une manière finalement assez moderne de faire évoluer ces produits et d'être sûr qu'on colle toujours à des besoins clients. Donc on fait ça beaucoup sur le marché français et on continue. Alors tu as raison, ça c'est le deuxième axe, à se développer à l'international. Donc on est aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on est né en France et on grandit en Europe depuis quelques semaines. On est maintenant européen avec le rapprochement avec Cantalis, qui nous permet d'être en Italie, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc c'est vrai que pour nous, l'Europe, c'est important. On a envie d'être un champion demain européen, parce qu'on pense qu'en France, on a des bons experts, et donc on se dit que ça serait plutôt sympathique que de la France, on arrive à aller sur d'autres territoires. Et donc effectivement, on cherche à se développer dans ce cas-là, surtout par acquisition, en essayant de se rapprocher des gens qui ont les mêmes valeurs, cette ambition de construire un champion, l'ambition aussi d'être très proche de ses clients, parce qu'encore une fois, les outils, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on s'en sert, qui on sert, et on n'oublie pas qu'on doit servir encore et toujours les conseillers qui ont besoin de faire leur propre mue aussi. Et même si la Covid a accéléré les choses, l'objectif, c'est de donner des outils pour laisser personne sur le bas-côté, parce qu'on sait aussi, et je vois quelques questions, c'est vrai que tous les sujets dont on parle, et c'est pour ça qu'on cherche à les mutualiser aussi, coûtent cher. Alors, plus ils vont être, plus on va avoir des formats standards, moins ça va être cher, mais aujourd'hui, c'est encore loin d'être le cas, comme disait Bertrand, mais aussi Maxime tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de développement, mais je crois qu'il faut aussi qu'on permette à tout à chacun d'exercer son métier avec ces leviers que sont les outils digitaux. Donc c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses: renforcement en France, extension à l'international, avec tous ceux aussi qui auront envie de se rapprocher de nous pour construire ce champion européen. Merci Delphine, je crois que tu as répondu au passage aussi à des questions qu'on avait dans le public. J'ai vu un peu quelques-unes, mais on a encore quelques minutes pour le faire. Oui. J'ai essayé de les lire en même temps. Absolument. Peut-être Maxime, Bertrand, il y a des questions que vous avez vues passer qui vous font réagir, auxquelles vous aimeriez répondre?
Moi, effectivement, il me semble qu'il y a Nicolas Dolan qui a parlé de l'arrondi, que c'était un bon début, mais que quand on voit la déperdition potentielle au moment du départ de retraite, par exemple, je pense que c'est une question intéressante. Nous, on voit vraiment l'arrondi comme un moyen de faire en sorte que les personnes qui n'arrivent pas à mettre de côté commencent à mettre de côté et ensuite mettre de côté davantage que seulement les arrondis. Nous, généralement, ce qu'on observe sur nos utilisateurs français et canadiens, d'ailleurs, c'est que quand les gens commencent à utiliser l'arrondi et voir qu'ils arrivent à mettre de côté, ils augmentent leurs règles de contribution qu'on appelle dans l'application. Donc, ils rajoutent des dépôts uniques hebdomadaires, des dépôts récurrents hebdomadaires. Ils font des dépôts uniques plus ponctuellement. Et en moyenne, nous, nos utilisateurs épargnent à peu près 2 000 € par an avec Moka. Ajouter à ça qu'on a un service d'investissement socialement responsable qui est disponible sans aucune connaissance financière, sans aucune mise de départ à partir d'1 € et qui a un rendement estimé autour ça dépend quel profil vous choisissez, mais autour de 2,5 à 5% sur ces 2 000 €. Forcément, ça fait fructifier votre argent. Et si vous commencez à 25 ans et que vous partez à la retraite à 65 ans et que vous avez mis donc 2 fois 2 000 € x 40, ça fait 80 000 € plus les intérêts composés d'une année à l'autre. Vous pouvez rapidement atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros de côté grâce à des applications comme la nôtre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Intéressant. Je voyais aussi la question de Julie sur les influenceurs. C'est vrai qu'en Asie, c'est un peu plus répandu encore parce qu'on les voit derrière le rond de lumière faire du social shopping sur les réseaux Alipay et WeChat Pay. Et ça touche aussi les advisors. C'est-à-dire qu'au début, c'était les biens de consommation et maintenant, c'est les services financiers qui sont poussés ou en tout cas expliqués par des influenceurs. Et c'est effectivement un courant qui risque aussi d'arriver en Europe. Il n'y a pas de raison. Les enfants sont déjà sur TikTok. Je regarde si on a fait le tour des questions ou si Bertrand, tu en as vu une, tu souhaiterais prendre. Ou Delphine. Oui, il y en avait une sur la vision client 360 avec celle de Nicolas disant que c'est un peu le must-have de l'open banking et pour autant, il paraît inaccessible, trop complexe, coûteux. C'est de moins en moins le cas, en fait. Hein. C'est de moins en moins le cas. Ça pouvait l'être au début, effectivement, compte tenu de la difficulté qu'il y avait à récupérer ces informations et à les traiter. C'est de moins en moins le cas avec les API, même si ça reste difficile. En fait, les acteurs comme nous auront de plus en plus vocation à venir enrichir et créer de la valeur au-delà des données, simplement, parce que justement, cette récupération aura vocation à être de plus en plus simple et donc de moins en moins coûteuse. Et c'est pour ça que Budget Insights investit, comme d'autres acteurs de l'open banking, dans la facilitation, dans les calculs, dans la capacité, en fait, à faire sens de ces données pour aider nos clients à aller plus loin dans l'intégration de leur cas, que ce soit, par exemple, Maxime ou Delphine sur les cas d'usage de l'épargne et de l'investissement, mais ça peut être d'autres cas d'usage, comme par exemple le crédit, ou ce genre de choses, où on a vocation à aller un pas au-delà de simplement la donnée, ce qui facilite en fait la capacité à utiliser l'open banking pour la finalité de l'usage. Peut-être je peux aussi donner quelques éléments. Qui dit vision 360 dit forcément, encore une fois, captation de tous les comptes, et pas ceux qui sont uniquement détenus par le conseiller qui a poussé la solution. Aujourd'hui, il y a à peu près un client final sur 2 qui agrège des comptes dits externes, c'est-à-dire en dehors du périmètre du conseiller. Et on a en moyenne 17 contrats agrégés. Donc c'est vous dire que quand les gens le font, ils le font beaucoup parce qu'encore une fois, on a une multibancarisation qui est assez impressionnante, notamment en France. En revanche, voilà, tout le monde n'a pas franchi le pas. C'est là où je pense que le sujet de pédagogie, d'explication, de faire savoir, de faciliter, parce qu'il ne faut pas que ce soit un parcours du combattant. Et c'est là où tous les sujets qui sont liés aussi à l'authentification sont importants. Et tous les sujets encore une fois, j'insiste aussi un petit peu
de simplification. Et ça ne veut pas dire être simpliste dans l'approche, mais de simplification, compte tenu aussi parfois des pédagogies financières qui est importante à faire en France, sont clés si on veut qu'il y ait plus d'adoption. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un nombre important de contrats agrégés et puis un nombre finalement d'utilisateurs qui franchit le pas. Ça pourrait être plus, mais qui est quand même assez significatif aujourd'hui. Du coup, je rebondis un peu. Effectivement, on ne l'a pas forcément abordé tout à l'heure, mais la partie authentification est évidemment un des obstacles clés de la mise en œuvre concrète de l'open banking, et plutôt davantage limite à son développement. Mais aujourd'hui, effectivement, on essaie de faire en sorte avec le régulateur de pousser pour que cette authentification se fluidifie davantage, et le régulateur est conscient, tout à fait conscient des freins qu'il y a à l'adoption d'usages liés à l'open banking compte tenu de cette authentification. Et on voit déjà, par exemple, la FCA, le régulateur anglais, qui pousse pour que ces logiques d'authentification se fassent de moins en moins, soient de plus en plus fluides. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui va permettre de lever au fur et à mesure les derniers obstacles à l'utilisation. Et évidemment, un d'entre eux reste aussi la capacité à pouvoir se connecter sans rentrer son login et mot de passe bancaire directement via son application en cliquant sur son téléphone ou sur le code, sans avoir à récupérer ses logins et mots de passe bancaires. Et ça, pareil, ce sont des parcours qui se développent de plus en plus, et on constate qu'effectivement, ça aide grandement à fluidifier l'expérience. Est-ce que Maxime, Delphine, un mot pour la fin, ou Bertrand, parce que je vois qu'on arrive à 3 minutes d'échéance, et du coup, je me permettrai une toute petite conclusion pour libérer tout le monde à l'heure. Je crois qu'on est, à l'aube effectivement de beaucoup de solutions. Moi, je crois que l'enjeu, c'est d'apporter de la tranquillité d'esprit. Et c'est vrai que d'avoir ces types de hubs qui expliquent, qui permettent de comprendre, c'est un peu la clé si on veut que l'épargne soit un peu plus actif et qu'on essaie de faire en sorte que ces bas de laine qu'on a aujourd'hui servent l'économie réelle. Il faut aussi qu'on montre le chemin, et ce type d'application, je pense, est une bonne solution pour comprendre où agir et quoi faire. Merci Delphine. Maxime, Bertrand. De mon côté, rien d'autre à ajouter. Je dirais que c'est très enthousiasmant, et nous avons hâte de voir dans quelle direction va aller le marché de l'épargne. Mais comme je disais tout à l'heure, on sent vraiment qu'on est au début de la vague, et que les prochaines années vont être passionnantes. Merci Maxime. Bertrand. Nous, on a hâte de voir de plus en plus d'innovations. Finalement, on l'a déjà dit, mais nous, on a vraiment un rôle d'activateur en fait de ces innovations, et on est toujours ravis de voir tous nos clients qui sont capables d'innover sur des cas d'usage extraordinaires. L'Arrondi en est un exemple génial, je trouve, d'arriver comme ça avec un usage complètement nouveau et une adoption incroyable sur des choses en fait assez simples, mais qui en réalité sont très intuitives. Nous, on a hâte de voir se développer de plus en plus d'innovations de ce type grâce à l'open banking. Merci Bertrand. Merci vraiment à tous les trois. J'avais prévenu le public qu'on serait forcément frustré à la fin parce qu'on effleurait en 1 heure l'immensité d'un sujet qui est passionnant, cette matière épargne. On a eu 3 acteurs qui ont vraiment les mains dedans, qui ont des réussites et des preuves tangibles que la transformation, même si elle est difficile, elle se fait. Donc merci à eux d'agir en ce sens. Merci à tout le public, puisqu'on a été une centaine avec beaucoup de participation. On n'a pas pu répondre forcément à toutes les questions, mais tout le monde est joignable, et j'imagine que vous nous trouverez pour creuser davantage tous ces sujets. Moi, j'ai pris un immense plaisir au bémol de mes problèmes de connexion, et j'ai sincères excuses pour ça. J'ai un Wi-Fi capricieux aujourd'hui. J'espère que ça a quand même été audible. Moi, j'ai pris un immense plaisir donc à avoir trois amis que j'apprécie autour de la table. Et puis, je continue à remercier tout le monde de cette participation et de cet événement que moi, j'ai perçu comme beau. Donc, j'espère que tout le monde en est satisfait. Et puis, j'espère qu'on se reverra tous très bientôt, peut-être dans la vie réelle. Avec plaisir. Merci, Julien, pour ton
pour ton animation. Merci beaucoup, Julien. Merci. Au revoir. Et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.